Les becs de gaz vacillaient dans les rues sales de Londres, projetant de longues ombres dansantes. Peu de gens osaient s'aventurer seuls dans Whitechapel durant l'automne de 1888. Un monstre rôdait. Ce n'était pas une créature de conte de fées. Ce monstre était bien réel, un homme de chair et de sang. Il se déplaçait en silence dans les ruelles noyées de brouillard. Il traquait les femmes les plus vulnérables de la ville. Son nom, révélé dans une lettre de défi, devint un symbole du mal absolu. Ce nom, c'était Jack l'Éventreur. La terreur qu'il sema était sans précédent à Londres, un prédateur invisible traquant ses proies avec une précision effroyable, puis disparaissant sans laisser de traces dans le dédale des bas-fonds. C'était un fantôme, un murmure dans l'obscurité. Ses crimes étaient brutaux, dépassant l'entendement pour beaucoup à l'époque. Il ne se contentait pas de tuer, il mutilait. Il laissait derrière lui des scènes de carnage qui choquaient même les policiers et les médecins les plus endurcis. Les journaux, avides de sensationnels, répandirent la nouvelle aux quatre vents. Jack l'Éventreur devint un nom tristement célèbre, un croque-mitaine pour adultes. La peur était réelle, elle était palpable, presque tangible dans l'air. Les gens se demandaient qui il était. Était-ce un médecin aux compétences chirurgicales, un fou hanté par des démons inconnus, ou quelqu'un se cachant au vu et au su de tous, un homme ordinaire doté d'une extraordinaire capacité de cruauté? Le mystère de Jack l'Éventreur perdure depuis plus d'un siècle. C'est bien plus qu'une simple série de meurtres non élucidés. C'est un sombre miroir reflétant la société de son temps. Il révélait la pauvreté, le désespoir et les dangers auxquels étaient confrontées les femmes dans le Londres victorien. Le tueur s'attaquait à celles qui vivaient en marge, des femmes contraintes à la rue pour survivre. Leur vie était rude et leur mort effroyable. La traque de Jack devint une obsession frénétique, mais il restait insaisissable. Un fantôme dans les rouages d'une métropole animée, mais profondément divisée. Sa capacité à déjouer les autorités ne fit qu'ajouter à sa terrifiante légende. Pourquoi parlons-nous encore de lui? Pourquoi ce tueur d'une époque si lointaine captive-t-il encore notre imagination? Gap 2. Peut-être est-ce la nature non résolue de ces crimes. Nous voulons des réponses, nous voulons comprendre l'esprit d'un tel assassin. Comment quelqu'un a-t-il pu commettre de tels actes? Qu'est-ce qui le motivait? L'affaire de l'Éventreur nous force à affronter les aspects les plus sombres de la nature humaine. C'est un puzzle aux pièces manquantes, une histoire sans fin. Et ainsi, la quête se poursuit, non pas pour retrouver l'homme lui-même, mais pour la vérité, pour une once de compréhension de la terreur qui a étreint Londres et de l'ombre qui plane encore. Nous sommes en 1888. Londres était la plus grande ville du monde. C'était le cœur d'un vaste empire, un lieu d'immense richesse et de progrès. Mais sous la surface, il y avait un autre Londres, une ville de pauvreté extrême, de surpopulation et de désespoir. L'East End, et en particulier le quartier de Whitechapel, incarnait cette facette sombre. C'était un dédale de ruelles étroites et non éclairées, de logements sordides et de cours cachés. La maladie y était endémique, le crime, un mode de vie pour beaucoup. Tel était le monde que Jack l'Éventreur choisit comme terrain de chasse, un lieu où la vie ne valait pas cher et où les gens pouvaient disparaître facilement sans que personne ne s'en aperçoive pendant un temps. La vie à Whitechapel était une lutte quotidienne pour la survie. Des milliers de personnes s'entassaient dans des pièces minuscules et insalubres. Beaucoup n'avaient pas de travail régulier, ils vivaient au jour le jour. Pour les femmes, les options étaient extrêmement limitées. Certaines travaillaient dans des ateliers de misère pour quelques sous. D'autres se tournaient vers la prostitution pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Ces femmes étaient vulnérables. Elles parcouraient les rues la nuit, exposées aux dangers. Elles étaient les oubliées, les invisibles, jusqu'à ce que Jack l'Éventreur les rende tristement célèbres par leur mort.
Les conditions sociales du quartier offraient une toile de fond parfaite pour un tueur, lui assurant l'anonymat et un flux constant de victimes potentielles, souvent ignorées par la société. Les forces de police de l'époque étaient encore en développement. Bien que les bobbies de Peel aient été établis, la police scientifique n'en était qu'à ses balbutiements. Les empreintes digitales n'étaient pas encore utilisées. L'analyse ADN relevait d'un rêve lointain. Les enquêteurs dépendaient des témoignages oculaires, souvent peu fiables dans l'environnement faiblement éclairé et chaotique de Whitechapel. Le quartier lui-même était un défi pour la police. Ses rues et ruelles labyrinthiques, peuplées d'une population de passage, rendaient incroyablement difficile toute patrouille efficace ou fouille approfondie. Le tueur le savait. Il utilisait l'environnement à son avantage, frappant rapidement et disparaissant avant que quiconque ne puisse donner l'alerte ou bien le voir. La presse joua un rôle important durant cette période. Les journaux étaient bon marché et largement lus. Les meurtres de l'éventreur étaient une nouvelle sensationnelle. Ils faisaient vendre les journaux. Certains journalistes se livraient à la spéculation, inventant même des détails pour rendre leur récit plus dramatique. Cette soif de nouvelles, tout en informant le public, propageait aussi la peur et entravait parfois l'enquête policière en publiant des théories non vérifiées ou en créant une pression populaire pour des arrestations rapides. La lettre « Cher patron », qui donna au tueur son nom tristement célèbre, fut elle-même publiée par la presse, façonnant à jamais la perception du public de cette figure obscure et de la terreur qu'il incarnait. La terreur commença véritablement en août 1888. Bien qu'il y ait eu d'autres meurtres à Whitechapel, 5 femmes sont généralement considérées comme les victimes canoniques de Jack l'Éventreur. Leurs noms étaient Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Ces femmes partagèrent un sort similaire. Elles étaient toutes pauvres. Elles vivaient toutes ou fréquentaient le quartier de Whitechapel. Et toutes connurent une fin effroyable aux mains du même assassin. Leur mort ne fut pas un simple meurtre. Ce furent des attaques sauvages, marquées par de profondes entailles à la gorge et, dans la plupart des cas, des mutilations abdominales. L'histoire de chaque victime raconte une vie menée sur le fil du rasoir. Mary Ann Nichols, retrouvée le 31 août, était séparée de son mari et luttait contre l'alcoolisme. Annie Chapman, tuée le 8 septembre, avait également connu des difficultés et des problèmes de santé. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes furent toutes deux assassinées la même nuit, le 30 septembre, un événement connu sous le nom de double meurtre. Le meurtre de Stride fut possiblement interrompu, ses mutilations étant moins sévères. Eddowes, en revanche, subit des blessures considérables. Le tueur semblait intensifier ses actes, devenant plus audacieux et plus brutal à chaque attaque. Il ne se contentait pas d'ôter des vies, il accomplissait un acte sombre et rituel sur leur corps. La dernière victime canonique, Mary Jane Kelly, connut la fin la plus atroce le 9 novembre 1888. Contrairement aux autres, elle fut assassinée à l'intérieur, dans sa petite chambre de Miller's Court. Cela laissa plus de temps au tueur pour accomplir son œuvre macabre. La scène qui s'offrit aux policiers était d'un carnage presque inimaginable. Le corps de Kelly était sauvagement mutilé, ses organes prélevés et disposés dans la pièce. Cet acte démontrait un niveau de rage glaçant et une troublante familiarité avec l'anatomie humaine. La brutalité pure suggérait un tueur mu non seulement par le besoin de tuer, mais par une compulsion psychologique plus profonde, complexe et profondément tordue. La nature des blessures infligées à ces femmes me fournissait quelques indices, aussi sinistres soient-ils. La précision de certaines coupures mena à des théories selon lesquelles le tueur aurait pu avoir des connaissances médicales ou chirurgicales. D'autres suggérèrent qu'il aurait pu être boucher ou abatteur, quelqu'un habitué à manier les couteaux et à démembrer les carcasses. Les attaques étaient rapides et silencieuses, indiquant un prédateur qui savait comment approcher ses victimes, sans éveiller l'alarme
et les neutraliser rapidement. Il visait d'abord la gorge, s'assurant le silence et un contrôle immédiat. Les mutilations suivaient, se concentrant souvent sur l'abdomen et les organes sexuels, indiquant un trouble psychosexuel profondément ancré. La police subissait une pression immense pour attraper le tueur. Ils interrogèrent des centaines de personnes. Ils suivirent d'innombrables pistes. Pourtant, Jack l'Éventreur restait un fantôme. Au fil des ans, de nombreux individus ont été cités comme suspects potentiels. Certains furent sérieusement considérés par la police à l'époque, tandis que d'autres émergèrent bien plus tard grâce aux recherches et à la spéculation. Aucun suspect n'a jamais été formellement identifié comme étant l'Éventreur. La liste est longue et variée, allant de fous locaux à des membres de la famille royale, illustrant le désespoir et le large filet jeté par les enquêteurs et les détectives amateurs. L'un des principaux suspects considérés par la police était Montague John Druitt. C'était un avocat et instituteur décédé peu après le dernier meurtre canonique. Sa propre famille l'aurait soupçonné. Il correspondait à un certain profil, éduqué mais peut-être instable. Un autre était Aaron Kosminski, un immigrant polonais vivant à Whitechapel. Il fut identifié par certains responsables de la police comme un suspect sérieux, décrit comme ayant une haine des femmes et des tendances homicides. Il fut finalement interné dans un asile. Cependant, les preuves contre Druitt et Kosminski, bien que suggestives, étaient largement circonstancielles et insuffisantes pour une condamnation. D'autres noms ont également figuré en bonne place dans les théories sur l'Éventreur. Michael Ostrog, un escroc et voleur d'origine russe avec un passé de comportement erratique et d'internement en asile, fut un autre suspect de la police. Cependant, des archives suggèrent qu'il aurait pu être emprisonné en France pendant la série de meurtres. Walter Sickert, un peintre célèbre, a été accusé par certains, notamment par l'auteur Patricia Cornwell, qui suggéra qu'il avait le profil psychologique et l'opportunité. Pourtant, de nombreux spécialistes de l'Éventreur contestent ces affirmations, invoquant un manque de preuves concrètes. Les théories reflètent souvent les préjugés et les intérêts de ceux qui les proposent, étirant parfois la crédibilité pour correspondre à un récit particulier. Le nombre considérable de suspects souligne la difficulté de l'enquête. Whitechapel, en 1888, était un creuset de cultures, de langues et d'individus désespérés. Identifier un seul homme dans cet environnement chaotique, sans les outils forensiques modernes, était une tâche quasi impossible. La police faisait face à un tueur qui laissait peu d'indices, opérait à la faveur de l'obscurité et du brouillard, et ciblait des femmes dont la disparition pouvait ne pas être immédiatement remarquée. Gap 2S. Chaque suspect apportait un nouvel angle, une nouvelle possibilité, mais finalement, aucun n'a conduit à une réponse définitive, laissant la véritable identité de Jack l'Éventreur enveloppée de mystère et alimentant un débat sans fin parmi les historiens et les passionnés de crime. Section 5. Démasquer le monstre. Théorie et spéculation. Au-delà des suspects individuels, de nombreuses théories ont tenté d'expliquer qui était Jack l'Éventreur et pourquoi il a commis ces crimes effroyables. Ces théories vont du plausible au hautement imaginatif. Certains suggèrent que le tueur était un homme de médecine, étant donné l'habileté apparente avec laquelle il mutilait ses victimes. L'idée d'un médecin fou errant dans les rues de Whitechapel a captivé l'imagination du public. Cette théorie désignait une personne ayant des connaissances anatomiques, peut-être un chirurgien déchu ou un étudiant en médecine qui utilisait ses compétences à des fins horribles, tirant une forme de satisfaction perverse de la dissection de ses victimes. Un autre ensemble de théories se concentre sur l'idée que l'Éventreur était un résident local ordinaire, quelqu'un qui connaissait Whitechapel intimement. Cette personne pouvait se fondre facilement dans la masse, paraissant ordinaire à ceux qui l'entouraient. Il aurait connu les issues de secours, les endroits tranquilles et les habitudes de la population locale. Cette théorie suggère que le tueur n'était pas un étranger, mais quelqu'un de la communauté.
peut être rendu fou par la pauvreté, la maladie ou des griefs personnels. La capacité à disparaître si rapidement après chaque crime soutient l'idée de quelqu'un familier des rues labyrinthiques et des passages cachés du quartier. Des théories plus élaborées et controversées ont également émergé. Une idée populaire, bien que largement discréditée, est la théorie de la conspiration royale. Celle-ci suggère que les meurtres ont été commis pour étouffer un scandale impliquant le prince Albert Victor, duc de Clarence et Avondale, petit-fils de la reine Victoria. Dans ce récit, les victimes étaient des femmes qui connaissaient l'existence d'un mariage secret ou d'un enfant illégitime. Les meurtres auraient été perpétrés par des individus liés à la famille royale ou aux francs-maçons pour les réduire au silence. Bien que spectaculaires, ces théories manquent de preuves crédibles et sont souvent considérées comme de la fiction sensationnaliste plutôt que comme des faits historiques. La théorie de Jill l'Éventreuse propose que le tueur était une femme. Certains partisans suggèrent une sage-femme qui aurait eu des connaissances anatomiques et accès aux victimes sans éveiller les soupçons. Une femme aurait également pu s'approcher plus facilement des victimes qui étaient elles-mêmes des femmes. Des vêtements tachés de sang seraient moins suspects sur une sage-femme. Bien que l'idée soit intrigante et qu'elle expliquerait la capacité du tueur à échapper à la capture, les preuves concrètes d'une éventreuse sont rares. La plupart des enquêteurs de l'époque et la plupart des experts depuis pensent que le tueur était un homme en se basant sur les descriptions des témoins, aussi peu fiables soient-elles, et la nature physique des attaques. Section 6. Passer entre les mailles du filet. Pourquoi l'éventreur a échappé à la capture? La question de savoir pourquoi Jack l'Éventreur n'a jamais été attrapé est au cœur de sa légende tenace. Plusieurs facteurs ont contribué à l'échec de la police. Premièrement, l'état de la science forensique en 1888 était primitif. Des techniques comme la dactyloscopie n'étaient pas encore une procédure policière standard. L'analyse ADN était inimaginable. Les enquêteurs devaient se fier à l'observation de base, à des scènes de crimes souvent contaminées, et aux témoignages oculaires, notoirement peu fiables, surtout dans les rues sombres et brumeuses de Whitechapel. Sans preuves scientifiques, pour lier un suspect au crime, obtenir une condamnation était presque impossible. Les méthodes policières elles-mêmes avaient leurs limites. Bien que la Metropolitan Police fût dévouée, elle était débordée. Whitechapel était une zone à forte criminalité, densément peuplée et difficile à patrouiller efficacement. Les rues labyrinthiques et les nombreuses ruelles sombres offrèrent des voies de fuite parfaites pour un tueur qui connaissait le quartier. La communication entre les différentes divisions de police et avec la City of London Police, qui avait juridiction sur l'une des scènes de crime, n'était pas toujours fluide. Il y avait aussi une immense pression publique et un examen médiatique, ce qui pouvait conduire à des actions précipitées ou à la publication d'informations qui auraient pu aider le tueur. L'éventreur lui-même était rusé et prudent. Il choisissait probablement ses victimes de manière opportuniste, ciblant des femmes vulnérables dans des lieux isolés. Il frappait vite, les réduisant au silence avant qu'elles ne puissent crier, puis procédait à ces mutilations. Il laissait très peu d'indices derrière lui. Aucune empreinte digitale fiable, pas d'ADN et aucune arme retrouvée sur les scènes de crimes canoniques. Il pouvait paraître ordinaire, se fondant dans la foule de Whitechapel. Cette apparence normale l'aurait rendu difficile à identifier. Il était en substance un prédateur qui comprenait son environnement et savait comment en exploiter les faiblesses à son avantage. De plus, le volume considérable d'informations, de désinformations et de canulars compliquait l'enquête. La police reçut des centaines de lettres prétendument envoyées par le tueur. Les plus célèbres d'entre elles, la lettre « Cher patron », la carte postale « Saucy Jackie » et la lettre « De l'enfer », qui était accompagnée d'un morceau de rein humain, générèrent une publicité massive mais détournèrent également les ressources de la police. Trier les pistes authentiques de la désinformation délibérée était une tâche monumentale. La capacité du tueur à opérer sans laisser de traces claires, combinée aux limites des capacités d'enquête de l'époque,
lui permit de tout simplement disparaître, devenant une énigme terrifiante. Section 7. Une ville transformée par la peur, la société en état de siège. Les meurtres de Jack l'Éventreur provoquèrent une onde de choc dans la société londonienne, bien au-delà des rues misérables de Whitechapel. La brutalité des crimes, largement rapportée par la presse populaire en plein essor, instilla un profond sentiment de peur et de malaise dans toutes les classes sociales. Pour les habitants de l'East End, la terreur était immédiate et personnelle. Les femmes craignaient de sortir après la tombée de la nuit. Des groupes d'autodéfense se formèrent, la confiance du public dans la capacité de la police à les protéger diminuant. Les meurtres mirent à nu la sinistre réalité de la vie dans les bas-fonds, une réalité que de nombreux Londoniens plus fortunés avaient préféré ignorer. L'affaire souligna les profondes divisions sociales du Londres victorien. Whitechapel, avec sa pauvreté, sa criminalité et sa misère, fut soudainement projeté sous les feux de l'actualité nationale. Les victimes, auparavant invisibles pour une grande partie de la société, devinrent des symboles des conditions désespérées auxquelles étaient confrontés les pauvres des villes, en particulier les femmes. Cette nouvelle attention conduisit à des appels accrus à la réforme sociale. Journalistes, politiciens et réformateurs sociaux utilisèrent les meurtres de l'Éventreur comme catalyseurs pour exiger des améliorations en matière de logement, d'assainissement et de maintien de l'ordre dans l'East End. L'horreur des crimes força une société réticente à affronter l'obscurité qui gangrenait en son propre sein. La perception publique du crime et de la sécurité fut durablement altérée. L'idée d'un tueur en série, terme non encore inventé mais description pertinente, traquant des victimes dans une grande ville, était un concept nouveau et terrifiant pour beaucoup. La capacité apparente de l'Éventreur à narguer la police par des lettres, qu'elles soient authentiques ou des canulars, ajouta à son mystère et au sentiment d'impuissance du public. Les meurtres entraînèrent des débats sur l'efficacité des forces de police, la nécessité d'un meilleur éclairage public et l'état moral de la ville. La peur était si envahissante qu'elle influença la vie quotidienne, les gens prenant des précautions supplémentaires et la suspicion se portant sur les étrangers. À plus long terme, le règne de terreur de l'Éventreur contribua à une lente mais constante progression vers le changement social. Si l'impact immédiat fut la peur et l'indignation, l'attention soutenue portée aux problèmes de Whitechapel contribua à alimenter les mouvements pour l'assainissement des bas-fonds, de meilleures initiatives de santé publique et le soutien aux femmes vulnérables. Les meurtres devinrent un sinistre rappel des conséquences de la négligence et de l'inégalité sociale. Bien que Jack l'Éventreur n'ait jamais été arrêté, ces crimes mirent involontairement en lumière le besoin urgent d'une société plus compatissante et plus juste, forçant le Londres victorien à se regarder dans le miroir, aussi dérangeant fut le reflet. Section 8. Leçon gravée dans le sang, l'impact criminologique de l'Éventreur. L'affaire Jack l'Éventreur, bien qu'un échec en termes d'arrestation du coupable, eut un impact profond et durable sur le développement des techniques d'enquête policière et de la criminologie moderne. La perplexité totale de la police en 1888 souligna le besoin criant d'approches plus systématiques et scientifiques pour résoudre les crimes. L'examen intense de l'enquête, tant à l'époque que par les historiens ultérieurs, fournit de précieuses leçons, même s'y apprisent des erreurs et des lacunes. L'affaire devint un exemple macabre et classique des défis de la traque d'un délinquant en série. L'un des premiers impacts significatifs concerna la gestion des scènes de crime. Bien que rudimentaires selon les normes actuelles, des efforts furent faits pour préserver les preuves et photographier les scènes, en particulier la chambre de Mary Jane Kelly. Les difficultés rencontrées soulignèrent l'importance de sécuriser immédiatement une scène de crime pour éviter toute contamination et de recueillir méticuleusement tout indice potentiel.
La capacité de l'éventreur à laisser si peu de traces derrière lui souligna la nécessité pour les enquêteurs de rechercher même les plus infimes traces de preuves. Cela posa les bases de pratiques forensiques plus formalisées dans les décennies qui suivirent. L'affaire contribua également au premier concept de profilage criminel. Bien que ce ne fût pas alors une discipline formelle, des enquêteurs, comme le docteur Thomas Bond, un chirurgien de la police, offrirent l'un des premiers profils criminels connus en évaluant les caractéristiques probables de l'éventreur d'après la nature des mutilations. Il suggéra que le tueur n'avait aucune connaissance scientifique ou anatomique, mais était un homme aux habitudes solitaires, sujet à des accès périodiques de manie homicide et érotique. Cette tentative de comprendre la psychologie et les motivations du tueur, basée sur le comportement sur la scène de crime, fut un précurseur des techniques de profilage sophistiquées utilisées aujourd'hui par des agences comme le FBI. GAP2ES. De plus, l'enquête sur l'éventreur souligna l'importance de la coopération interagences et de la centralisation des archives. Les défis rencontrés par les différentes forces de police et la quantité écrasante d'informations et de désinformations indiquèrent la nécessité de meilleurs systèmes pour rassembler, analyser et partager les renseignements. Les appels publics à témoins, le recours aux groupes d'autodéfense et la frénésie médiatique offrirent également des leçons sur la gestion de la perception publique et de la communication lors d'une chasse à l'homme majeur. La saga de Jack l'Éventreur, dans son horreur non résolue, devint un catalyseur pour l'amélioration des outils et des méthodes que les forces de l'ordre utiliseraient pour affronter les monstres futurs. Section 9. L'énigme persistante. Un mystère pour l'éternité. Plus de 130 ans se sont écoulés depuis que Jack l'Éventreur a hanté les rues de Whitechapel. Pourtant, son ombre plane encore lourdement sur notre conscience collective. Il demeure le tueur en série non identifié le plus célèbre au monde. Le mystère de son identité, de ses motivations et de son destin ultime continue de nous fasciner et de nous horrifier à parts égales. D'innombrables livres, films et documentaires ont exploré l'affaire, chacun offrant de nouvelles théories ou réexaminant les anciennes. Cette fascination persistante témoigne de notre besoin profond de réponses et de notre curiosité morbide pour les aspects les plus sombres du comportement humain. L'héritage de Jack l'Éventreur est complexe. D'une part, il représente l'échec ultime des forces de l'ordre, un tueur qui leur a échappé. Son nom est synonyme de terreur et de brutalité. La nature non résolue des crimes permet une spéculation sans fin, transformant les événements historiques en une sorte de folklore sombre. La ripperologie, l'étude de l'affaire, est devenue un domaine dédié, parfois obsessionnel, pour les enquêteurs amateurs et professionnels. L'attrait de résoudre une énigme apparemment insoluble maintient l'histoire vivante, transmise de génération en génération, avec de nouveaux suspects et de nouvelles théories émergeant régulièrement. Cependant, cet héritage inclut aussi la mémoire de ses victimes, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. C'étaient de vraies femmes qui ont mené des vies difficiles et sont mortes dans une terreur inimaginable. Il est important de se souvenir d'elles, non pas seulement comme des noms sur une liste, mais comme des individus dont le destin tragique a souligné la vulnérabilité des pauvres et des marginalisés dans la société victorienne. Leurs histoires servent de rappel brutal du coût humain de tels crimes et des conditions sociétales qui peuvent permettre à de tels prédateurs de prospérer. Finalement, Jack l'Éventreur demeure une énigme, un symbole glaçant de l'inconnu. Il témoigne du fait que, parfois, malgré tous nos efforts, le mal peut frapper puis disparaître sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que des questions et un sentiment persistant de malaise. La quête de Jack l'Éventreur est, à bien des égards, une quête de compréhension de l'esprit criminel,
des forces sociétales qui façonnent une telle violence et de notre propre fascination persistante pour le macabre. Le brouillard de Whitechapel s'est peut-être levé depuis longtemps, mais le mystère de son résident le plus tristement célèbre continue de nous hanter,